Salam alaikum. Euh, Aujourd'hui, Inch'Allah Rahman Rahim, c'est la suite de l'intervention qu'on a entamée la semaine dernière concernant les problématiques durant et même post-pandémie Covid-19. La semaine dernière, on s'est arrêté au niveau de les licenciements, les fermetures qui doivent se faire suite aux procédures imposées par la loi. Continuons alors. Alors, si la fermeture est légale, ça veut dire si on respecte les procédures. Les salariés qui font l'objet de ces licenciements qui restent dans un cadre légal ont droit à deux indemnités. Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement par les articles 51 et 52. Ce sont les stipulations de l'article 70 du Code du travail. Alors, les salariés bénéficient, bien sûr, si la fermeture est légale, ils bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement, respectivement, bien sûr, mentionnés prévus par les articles 51 et 52. Oui. Très bien. On va voir ça. Alors, que stipulent les articles 51 et 52? L'article 51. Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste. Alors, l'article 51, il traite de l'indemnité de préavis. Très bien. L'article 52. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité en cas de licenciement après 6 mois de travail. Après 6 mois de travail dans la même entreprise, quel que soit le mode de rémunération, à la périodicité du paiement du salarié. Alors, les deux articles 51 et 52, ils traitent des indemnités dont bénéficient les salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement légal. Écoutons l'article 70. Moi, je l'ai fait exprès, moi je ne parle que des articles du code. Et là, je l'ai fait exprès parce que je m'adresse à ceux qui abusent de leur pouvoir pour appliquer des lois qui n'existent pas. L'article 70. Toutefois, en cas de licenciement conformément aux dits articles,
sans l'autorisation précitée. On a parlé d'une autorisation, il faut une autorisation administrative, ça veut dire l'autorisation du gouverneur. Les salariés licenciés ne bénéficient des dommages et intérêts prévus à l'article 41 que sur décision judiciaire s'ils ne sont pas réintégrés dans leur poste. Alors, soit, s'ils ne sont pas réintégrés, ils doivent attendre un jugement et une décision judiciaire pour qu'ils soient indemnisés. Mais, on voit dans cet article-là qu'il y a une petite mention à une procédure. L'employeur et le salarié peuvent recourir à la conciliation préliminaire. Solh, conciliation préliminaire conformément à l'article 41 au tribunal pour statuer sur le litige. Alors là, on va tenter quoi? On va tenter une conciliation. Sulh tifaqi. Pour ne pas recourir aux tribunaux. Là, on va opter pour cette conciliation préliminaire. Mzien. Mais qui traite de la conciliation préliminaire? C'est l'article 41. L'article 41. En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages et intérêts. La partie lésée, taraf al-mutadarrir, a le droit de demander des dommages et intérêts. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat, qu'elle soit abusive ou non. Le salarié licencié pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation. Préliminaire prévue au 4e alinéa de l'article 532. On l'a vu, cet article. C'est parmi les compétences et les pouvoirs de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, c'est lui qui mène cette procédure de conciliation suite à l'alinéa 4 de l'article 532. Mais les indemnités de préavis. Alors, on a parlé des indemnités de préavis, on parle d'un licenciement qui reste légal. Si vous cherchez les indemnités de préavis dans les articles du Code, vous ne trouverez pas parce qu'il y a un décret du 29 décembre 2004 qui a détaillé les indemnités de préavis. Alors, pour les cadres assimilés, selon leur ancienneté, moins d'1 an, il aura 1 mois d'indemnité. De 1 à 5 ans, il aura 2 mois d'indemnité. Notez ça. Bon, soit vous notez les indemnités, soit vous notez le décret. C'est le décret du 29 décembre 2004. Plus de 5 ans, 3 mois d'indemnité. Alors, moins d'1 an, il aura 1 mois d'indemnité. Entre 1 et 5 ans, il aura 2 mois d'indemnité de préavis. Plus de 5 ans, il aura 3 mois. Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté, bien sûr, 1 mois ou moins d'1 an, il aura 8 jours. Moins d'1 an, il aura 8 jours. De 1 à 5 ans, il aura 1 mois. Plus de 5 ans, il aura 2 mois d'indemnité. C'est le barème qui a été et qu'on trouve dans le décret du 29 décembre 2004. Alors, la conciliation préliminaire. Revenons à la conciliation préliminaire.
C'est quoi son problème? Je vais essayer d'être clair. Vous savez, quand on parle d'une conciliation préliminaire, l'employé, l'employeur, il s'assoit, il discute une indemnité. On se met d'accord sur un montant. C'est un acte. C'est un acte. Attention, c'est un acte. Signé. On se met d'accord sur un montant. Et puisqu'on est en train de parler des problématiques du droit du travail durant cette crise, durant cette pandémie-là, ça se peut à ce que les salariés qui ont opté pour cette procédure de conciliation préliminaire de prétendre, après pandémie, qu'ils étaient lésés. Comment ça? Leur employeur leur a accordé une indemnité dérisoire par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir. Ils prétendent, ou ils vont prétendre, hein, après pandémie, ils vont prétendre comme quoi l'employeur a exploité la conjoncture actuelle pour leur accorder des indemnités de rien du tout. C'est possible. Alors, certainement, l'employeur, il va rejeter ces prétentions-là. Il va rejeter ce que disent les employés qui ont signé et avec qui il s'est mis d'accord. Mais l'employé plutôt, il ne va pas se baser sur le code du travail pour demander son droit. Il ne va pas revendiquer un droit en se basant sur le code du travail. Non. Il va se baser sur un article qu'on trouve dans le code civil marocain. C'est l'article 1098. Alors, c'est quoi la situation? Pour être plus clair, on a un salarié qui prétend avoir eu droit à une indemnité dérisoire, une indemnité qu'il ne mérite pas. C'est moins de ce qu'elle mérite en principe. Là, en se référant à l'article 1098, avant d'aller à l'article 98, écoutez l'article 513. Écoutez l'article 513. Est nul, écoutez, est nul toute conciliation conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats. Portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat. C'est-à-dire, le salarié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des concessions. Il n'a pas demandé tout son argent. Il a accepté une partie de son droit en termes argent. Selon l'article 513, l'acte est nul. Selon l'article 513, l'acte est nul parce que déjà l'article 513, il nous réfère vers l'article 1098 qui rend nul tout contrat où il y a renonciation à tout paiement dû au salarié. Tu n'as pas le droit. Tu dois avoir tous tes droits. Si tu as 30 000 ou 300 000, tu dois avoir 300 000. Tu n'as pas à demander à avoir 20 000 et 200 000. Mais attendez.
Revenons à l'article 41. Maintenant, il y a un problème. 73, il nous réfère vers l'article 98. Il rend tous les actes nuls si on renonce à son dû. Mais, selon l'article 41, quand est-ce l'acte de cette conciliation préliminaire, quand est-ce qu'il est considéré définitif? C'est-à-dire, le salarié, même après pandémie, ne peut prétendre avoir été lésé. Dans l'article 41, on trouve les conditions de validité de l'acte de conciliation préliminaire. Écoutez, en cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé, il doit être signé par le salarié. Regarde, écoutez les conditions. Signé par le salarié et l'employeur ou son représentant. D'accord? Les signatures dûment légalisées, ils doivent être légalisées par l'autorité compétente. Encore, elle est également contresignée par l'agent chargé de l'inspection du travail. Alors, signature de l'employé, de l'employeur, il doit être légalisé et il doit être contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Là, je m'adresse aux employeurs. Si ça vous arrive, bien sûr, d'arriver à appliquer la ligne 4 de l'article 532 du Code, n'oubliez pas le dernier paragraphe de l'article 41. Il vous donne les conditions pour que l'acte de conciliation soit valide. Comme ça, l'employé ne peut pas prétendre avoir été lésé. On a maintenant une autre problématique. La problématique de la démission. Bien sûr qu'on a déjà vu la démission. Vous savez l'importance de ce cours-là, de cette intervention-là, il englobe l'ensemble de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bon. Vous savez très bien que la démission reste un acte volontaire. Si la démission est forcée, ça veut dire qu'elle est nulle. On peut dire que le licenciement est abusif. Avec cette pandémie-là, on a lu des articles, on a vu des commentaires d'un nombre de salariés qui ont démissionné parce qu'ils souffrent de troubles psychologiques. Ils ne se sentent pas à l'aise. Ils craignent à ce qu'ils soient contaminés. Ils veulent plus sortir. Ils déposent leur démission. Mais après la pandémie, ils vont demander des dommages intérêts. Parce que pour eux, le licenciement était abusif. Et là, croyez-moi, les tribunaux auront beaucoup de travail à faire devant de telles situations. Mais vous savez très bien que en cas de démission, on distingue entre CDD et CDI. Pour le CDD, on n'a qu'à se référer à l'article 33. L'article 33 du Code du travail. Le contrat de travail à durée déterminée prend fin. D'accord? Au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. Mais la rupture avant le contrat, bien sûr, donne droit à des dommages-intérêts en faveur de la partie lésée, que ce soit employé ou employeur. Ce sont les stipulations de l'article 33.
Pour le CDI, pour que la démission soit valide, il doit être écrite, ça on l'a déjà vu, elle doit être légalisée, et une copie doit être envoyée à monsieur l'inspecteur du travail. À titre d'information, c'est l'une des conditions n'a pas été remplie, et il suffit que le salarié reconnaisse devant le juge qu'il a démissionné, même si la démission n'a pas été écrite. S'il reconnaît devant le tribunal qu'il a démissionné, la démission est valide. Ça veut dire la démission aura ses répercussions juridiques sur la situation, sur les deux parties contractantes. Alors, certes, la démission, cette problématique, si vous vous rappelez, quand on a parlé de la démission, on a dit qu'il y a une démission tacite, express, et une démission tacite. Je vous ai dit, ça se peut à ce qu'un commerçant, à ce qu'un salarié prétende avoir été victime de troubles psychologiques, d'une certaine peur d'être contaminé, c'est pour cela qu'il est démissionné. Parfois, à cause de la même pandémie, il y a des salariés qui ont démissionné tacitement, c'est-à-dire il y a abandon de poste. Ils ont abandonné leur poste. Mais, comme on a dit, celui qui évoque la démission, c'est à lui de la prouver, que ce soit employé ou employeur. Dans ce cas-là, qui va évoquer la démission? C'est l'employeur, parce qu'il voit plus son employé. Confiné, il ne peut pas se rendre au travail. Oui, s'il est confiné, il ne peut pas se rendre au travail. Confiné dans la ville où se trouve l'entreprise? Non. Il a été coincé. On va aller plus loin. Peut-être il a passé le week-end en Espagne et on a fermé les frontières. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'abandon de poste. Il suffit à ce que l'employé prouve que le fait qu'il ne s'est pas rendu à son poste était contre son gré. D'accord? Bien sûr, l'employeur, quand il voit que son salarié ne s'est pas rendu à son poste, il va lui envoyer une lettre. Et s'il ne répond pas à cette lettre, dans ce cas-là, il peut considérer que l'employeur est démission. On a parlé de ça, on a parlé de ce qu'on appelle la mise en demeure. Très bien. Une autre problématique. La suspension du contrat de travail. Vous vous rappelez, on a parlé de la suspension du contrat de travail. Suspension d'un CDD. Supposons que pendant cette pandémie-là, un salarié a été atteint du virus, du coronavirus. Il ne va pas pouvoir se rendre à son poste. Il ne va pas pouvoir travailler. Du coup, le contrat à durée déterminée, il ne va pas prendre fin. Il ne va pas prendre fin. On l'arrête. Après guérison, on reprend. Ne croyez pas que le contrat va prendre fin.
Ce qui s'applique à l'employé, CDD, s'appliquera à l'entreprise qui a engagé l'employé CDD. Pendant cette pandémie, l'entreprise a été forcée à fermer provisoirement. Et l'employeur a déjà signé des contrats à durée déterminée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le contrat ne va pas prendre fin. Non. On va suspendre le contrat à durée déterminée et après la réouverture de l'entreprise, on va reprendre le contrat. Ne croyez pas qu'à cause de ce virus-là, les contrats CDD vont prendre fin parce que ni l'employé ni l'employeur exécutent leur contrat. Très bien. La réduction des heures du travail. On a déjà vu ça. On a dit que l'employeur a le droit de réduire les heures du travail. Où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça dans l'article 185 du Code du travail. L'employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue, ne dépassant pas 60 jours par an. Ne dépassant pas 60 jours par an, après consultation des délégués de l'entreprise en cas de crise économique, passagère, c'est le cas, ayant affecté l'entreprise ou de croissance exceptionnelle involontaire. Le salaire payé pour la durée effective de travail, il ne peut en aucun cas être inférieur à 50% des salaires normaux, sauf disposition plus favorable pour les salariés. Mzien. Suspension, ou plutôt réduction des heures, on ne doit pas dépasser 60 heures. D'accord? À titre d'information, il y a des entreprises qui ont réduit les heures, qui ont osé réduire les heures de travail à 2 heures par jour. 2 heures par jour. Vous savez comment on appelle ça? C'est un licenciement prononcé de façon détournée. C'est un licenciement prononcé de façon détournée. La Cour de cassation a déclaré que l'entreprise qui réduit le nombre d'heures de 2 heures par jour, d'accord, elle a considéré ça comme un licenciement abusif. Licenciement prononcé de façon détournée. Notez ça, s'il vous plaît. Notez-le, c'est hyper important. Très bien. Bon, je vais clôturer par cette idée-là. L'article 185, il donne le droit à l'employeur de réduire le nombre d'heures de travail à 60 heures par an. On réduit le nombre d'heures, le salaire il sera bien sûr impacté. Parce que salaire est égal travail. Travail est égal salaire. Moins de travail, moins de salaire. On va réduire le salaire, c'est tout à fait normal. D'accord? Mais, dites-moi, qui a demandé à réduire les heures du travail? C'est l'employeur. Et moi, l'employé, je me déclare à la disposition de mon employeur. D'accord? Je vais intenter une action en justice. Je vais demander, en se basant sur l'article 185. En se basant sur l'article 185, je demande réparation de dommages. Parce que mon employeur a réduit les heures du travail
et je demande à ce que je sois indemnisé. Non, monsieur. Vous n'aurez pas droit, vous n'aurez droit à aucune indemnité. Parce que travail est égal salaire. C'est tout. Vous avez travaillé 2288 heures moins 60 heures, vous aurez le salaire de 2288 heures moins 60 heures par an. Tout à fait logique. D'accord? Un autre salarié, il va intenter la même action en justice. La même action en justice. Mais il était plus intelligent que le premier. Pardon? Le premier, quand il a intenté l'action en justice, et c'est basé sur l'article 185 du Code du travail. Le deuxième, que j'estime personnellement qu'il est plus intelligent que le premier, il a intenté une action en justice demandant réparation de dommages pour réduction des heures de travail qui a impacté son salaire en se basant sur l'article 735 du Code des obligations et contrats. Lisons le code, lisons l'article, écoutez l'article. C'est là où vous allez détecter l'intelligence du deuxième salarié et pourquoi il s'est basé sur l'article 735. Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ça veut dire un travail. Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ou à accomplir certains services a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis. Je me suis engagé envers vous, monsieur l'employeur, j'ai droit à mon salaire. Tout mon salaire. C'est quoi la condition? S'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services. Moi, je suis toujours dans mon entreprise. Moi, je n'ai pas loué mes services à une autre entreprise. Je me suis engagé envers vous. Et là, j'ai droit à mon salaire complet. Croyez-moi, mes chers collègues, amis, étudiants, si le salarié intente une action en justice en se basant sur l'article 735 du Code des obligations et contrats, il aura gain de cause, il aura des indemnités, ça veut dire il aura son salaire complet. Si on se retrouve devant une telle situation, il faut intenter l'action en justice selon l'article 735. C'est pas selon, et non pas sur la base de l'article 185. Bien sûr, le juge, quand on va saisir au tribunal, hein, il va accepter les deux. Il va appliquer la loi. Si tu intentes l'action en justice selon l'article 185, il va appliquer l'article 185. Travail est égal que salaire. Tu travailles, moi, tu auras un salaire qui correspond aux heures que vous avez travaillées. Si tu intentes une action en justice sur la base de l'article 535, vous aurez un jugement selon la logique de l'article 535. Vous êtes resté dans votre entreprise, vous n'avez pas loué, parce qu'on loue un service selon le code. D'accord? Vous êtes toujours déclaré présent pour votre employeur. Ceci dit, il faut qu'il vous donne votre salaire complet. Je vous remercie infiniment. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah Rahim. Et le sujet qu'on va traiter la semaine prochaine, c'est l'accident du travail. Ciao, ciao. Salam alaikum.